Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. L'abbé Francisque Poyet, curé de Montchal, ami des maquisards, était né en 1901 à Saint-Just-en-Bas. Il officiait à Montchal depuis 1941 et appartenait aux équipes clandestines de témoignages chrétiens. Il informera les résistants des menaces constituées par les gendarmes de la brigade de Panissière et les avertira des risques d'attaque du maquis. Au lendemain des combats au cimetière de Montchal, face aux gendarmes et au préfet, outrepassant leurs ignobles consignes, il donnera les derniers sacrements aux patriotes victimes de l'attaque du 19 mars. À l'âge de 69 ans, en août 1970, il perdra la vie au volant de sa 2 chevaux dans un tragique accident survenu sur la route nationale 89 entre Feurs et Boin-sur-Lignon. Les habitants de Montchal restent très attachés au souvenir de l'abbé Poyet, dont l'humanisme marquera les consciences de nombreuses générations. Georges Oert, alias commandant Templard, est né le 15 août 1921 à Haguenau, en Alsace. Fin 1942, il est démobilisé de la marine après le sabordage de la flotte à Toulon. Il revient clandestinement retrouver sa famille dans l'Alsace annexée par l'Allemagne nazie. Reconnu et dénoncé par un collabo, il est enrôlé de force dans la Wehrmacht, puis chez les SS. Profitant d'une permission, il va déserter, sachant que s'il est pris, il est fusillé immédiatement. Pour échapper aux recherches de la Gestapo, il s'engage dans les GMR et se retrouve caserné à l'Arbrel, au GMR Fourvière. Pour avoir refusé de partir combattre les maquis de Haute-Savoie, il est embastillé, mais la journée, il doit assurer des corvées qui vont lui permettre de prendre contact avec les frères Vollet, des militants communistes de Saint-Bel, qui assurent le passage au FTP. Grâce à eux, il pourra finalement rejoindre les maquis de la Zergue. Par sa connaissance des armes et sa farouche détermination, il deviendra rapidement l'un des chefs militaires du camp d'Étieux et sera commandant du bataillon 14 juillet. Après la libération de Lyon, il s'engage dans la première armée et participe à la terrible campagne pour libérer l'Alsace. En février 1945, à la tête d'un bataillon de volontaires alsaciens, rentré le premier dans sa ville natale d'Haguenau, il est grièvement blessé par un obus de mortier allemand et sera amputé des 2 jambes à l'hôpital militaire de Strasbourg. Rapatrié à Lyon en 1946, il épouse Monique, la petite fille de Madame Vincent, l'infirmière des maquisards de la Zergue, dans la maison refuge de la Johanna. Chevalier de la Légion d'honneur, il en sera fait officier le 18 mars 1951 à Montchal par le général René Petit lors de la cérémonie commémorative des combats. Il reçut la distinction de commandeur en 1958 à Lyon. Le commandant Templard nous a quittés le 28 février 1960. Bouthémy André, né le 21 décembre 1905 à Becherel, en Ille-et-Vilaine. Licencié en droit, il devient en 1925 fonctionnaire détaché à la commission des finances de la Chambre des députés. Il a en charge le versement des indemnités aux parlementaires. À ce poste, il noue de nombreuses relations dans le monde politique. Il sera nommé par Vichy sous-préfet de Thonon en octobre 1940, directeur des renseignements généraux en novembre 1941, préfet de la Loire en mai 1943, préfet régional du Rhône en juin 1944. Il va y nouer une solide amitié avec Georges Villiers, le maire de Lyon, nommé par Vichy en 1941, après la destitution d'Édouard Herriot. En septembre 1944, à la libération de Lyon, André Bouthémy, révoqué de ses fonctions et déchu de ses droits civiques pour collaboration, trouve refuge chez le magnat du pétrole Ernest Mercier. Arrêté et incarcéré fin octobre 1944 à Saint-Étienne, il est, sans explication, transféré le 6 novembre à la prison de Fresnes. Il est libéré le 30 janvier 1945 par un non-lieu de la Cour de justice de la Seine. Le dossier pénal d'André Bouthémy justifie le non-lieu au motif qu'il aurait toujours agi dans un sens conforme aux intérêts français. Un décret du 3 juillet 1945 signé Charles de Gaulle porte révocation et annulation de la nomination de Bouthémy comme préfet. Un premier recours auprès du Conseil d'État est rejeté en mars 1948 au motif que si le sieur Bouthémy a contrecarré à diverses reprises des entreprises de l'ennemi, il ne s'est pas moins associé de manière intime et active dans l'exercice de ses fonctions à la politique du gouvernement alors au pouvoir. Grâce à des soutiens haut placés, le décret de révocation sera finalement rapporté. Il recouvre ses droits civiques en 1950
et sera nommé préfet honoraire par un décret ministériel de mars 1952 signé Antoine Pinet, Charles Brune et Vincent Auriol. Dès 1945, il devient le conseiller politique du tout nouveau Conseil national du patronat français, présidé par son ami Georges Villiers. Il est chargé du financement occulte des candidats soutenus par le CNPF. Son rôle, distribuer à bon escient des fonds patronaux, avec une obsession majeure, l'anticommunisme, comme il le déclare dans une rare interview accordée au journal Paris Presse du 16 novembre 1947. Les relations d'André Bouthémy dans le monde politique servent ses desseins et son influence ne cesse de croître. Il se présente aux élections du 18 mai 1952 au Conseil de la République, l'actuel Sénat. Il figure parmi les élus de la liste d'Union des Républicains de Seine-et-Marne. Au début de l'année 1953, il est nommé dans le gouvernement René Meyer, ministre de la Santé publique et de la Population. Sa scandaleuse nomination suscite alors de violentes campagnes de presse, alimentées tant par son rôle sous l'occupation que par ses fonctions de conseiller politique du patronat. Le député Jean Pronto lira devant l'Assemblée une lettre des parents de Guy Mullard, victime à 23 ans des ordres donnés par Bouthémy le 19 mars 1944. La présentation du budget de son ministère à l'Assemblée nationale donne lieu à de tels incidents qu'il préfère démissionner. Cependant, l'ascension politique de Bouthémy continue. Il préside la commission de contrôle de l'emploi des crédits de la défense nationale, il représente la France à l'Assemblée parlementaire européenne, il est élu président de la commission agricole de l'Organisation européenne, il représente la France à l'Assemblée du marché commun du pool charbon-acier, il est réélu sénateur en 1958. Il mourut le 14 juillet 1959 à son domicile de Comble-la-Ville, en Seine-et-Marne. Son éloge funèbre sera prononcé au Sénat le 21 juillet 1959 par le président Gaston Monnerville. La coloration et le ton mielleux de cet éloge permettent de mesurer l'ascension politique d'un Bouthémy dans l'immédiate après-guerre. Le rôle important qu'il joue dans les méandres du pouvoir en bénéficiant des services rendus sous l'occupation à ses puissants amis. Rien ne pouvait affranchir Bouthémy de sa responsabilité dans les morts de Montchal. Le chef du gouvernement de collaboration, Pierre Laval, le sinistre Darnan, l'intendant de la police lyonnaise Cussonac, par exemple, seront jugés, condamnés à mort et exécutés. Bouthémy, lui, passera aisément au travers de l'épuration. 3 petits mois de prison, une révocation vite levée et une fulgurante ascension dans le monde politico-financier. Son anticommunisme et ses relations dans les hautes sphères du pouvoir politique et patronal permettront à cet ambitieux et zélé serviteur de la collaboration de devenir, comme le qualifie l'historien Jean Garrigue, une éminence grise de la 4e République. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière. Aux agonisants, 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir, Français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur, l'uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand.